Une émission qui débute bien avec nos deux Québécois qui n'ont pas peur du froid. Ils sont à Washington. Ils ont connu pire. Non, mais ils sont prêts. Ils sont habitués à ce genre de température quelque peu polaire. Nous sommes contents d'avoir comme premier invité de cette émission spéciale exceptionnelle sur l'investiture de Donald Trump, évidemment, 47e président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, l'un qui sera peut-être un jour, et nous serons là aux premières loges, lui-même, eh bien, il se présente comme Donald Trump, comme quelqu'un qui est souverainiste, qui veut sauver son pays, qui veut mettre fin à la corruption finalement des élites. Ça a été un discours très très fort, François Asselineau, d'entrée de Trump. Il veut mettre fin à cette corruption qui a régné aux États-Unis, nettoyer les écuries d'Augias. Je pense que nous ne pouvons que, et vous ne pouvez que vous proposer de faire sur ce point en tout cas la même chose. Alors bonjour à tous les auditeurs. Merci Nicolas Stocker de m'inviter à votre soirée. J'espère qu'il y aura le maximum d'auditeurs. Je crois qu'effectivement, il a parlé de la lutte contre la corruption, mais il a parlé de bien d'autres choses encore, et comme ça vient d'être rappelé juste avant d'ailleurs. Et à mon avis, il faut prendre la hauteur nécessaire pour mesurer l'événement qui est en train de se produire sous nos yeux. Je pense que le 20 janvier 2025 va rester dans les livres d'histoire. Je m'avance un peu, mais je ne pense pas me tromper, comme une de ces grandes dates. Vous savez, il y en a 4, 5 par siècle qui arrivent et qui scandent l'histoire. Voilà. Je pense que c'est une des. Il y a eu depuis on peut dire qu'il y a eu dans les années 60 ce qu'on appelle en France mai 68. Mais disons que à la fin des années 60 et au début des années 70, il y a eu une espèce de gigantesque mouvement civilisationnel dans les pays occidentaux et qui a été le mouvement de la libération des mœurs, du développement de l'hyper-individualisme, l'effondrement de l'Église catholique, le développement d'une idéologie de plus en plus, pour rechercher de plus en plus la liberté dans tous les domaines. Il y a eu également la montée en puissance de fortunes personnelles inimaginables, résultant notamment du libéralisme, de l'ultralibéralisme, et qui a vu l'Occident, on a vu en Occident apparaître des fortunes absolument colossales avec des personnes qui ont eux-mêmes, qui pèsent par eux-mêmes plus, dont la fortune est supérieure au PIB d'une quarantaine de pays du monde. Je pense par exemple en France, Bernard Arnault par exemple, mais aux États-Unis, il y a de très nombreux milliardaires. Et donc tout ça, ça a mené à cette idéologie dont on a vu les débordements au cours depuis le début du XXIe siècle, avec l'idéologie woke, l'idéologie transgender, avec par ailleurs un musellement de toute pensée dissidente, c'est-à-dire que ces pays occidentaux qui prétendent être les pays de la liberté d'expression et de la démocratie sont en fait devenus des pays où dès que vous avez une opinion dissidente, vous êtes accablé de sarcasme, voire totalement invisibilisé, avec une mainmise complète d'une oligarchie sur les grands médias. Et de telle sorte que l'air est devenu de plus en plus irrespirable, en fait, aux États-Unis d'Amérique, au Canada et puis dans l'Union européenne. Et on a vu apparaître, en revanche, la montée en puissance de nombreux États qui ont bénéficié à plein des accords de libre-échange généralisés, notamment avec l'Organisation mondiale du commerce, où on a vu ces milliardaires augmenter et augmenter encore leur fortune grâce à la libre circulation des mouvements de capitaux. En fait, on peut dire que les plus grands milliardaires du monde occidental ont préféré leur fortune au bien-être et à la survie de leur propre nation, donnant naissance ainsi à une espèce d'hyperclasse planétaire, comme ça a été théorisé, se donnant rendez-vous à Davos et finalement préférant transférer tous ces outils de production à l'autre bout du monde, qui en Chine, qui au Vietnam, etc., pour maximiser leurs profits, quitte à plonger leur pays de naissance, le pays de leur père, leur patrie, dans un marasme économique, industriel, qui s'accompagne par ailleurs de la crise morale sur laquelle a débouché justement la libération dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce qui est en train de se passer, probablement, enfin, ça m'a l'air tout ça, c'est bien parti pour, c'est justement la fin de ça. C'est-à-dire une cinquantaine d'années après, vous savez, l'histoire du monde, elle est faite de scansions, elle est faite de vagues. Et voilà. Et là, on atteint la fin de la vague. C'est la fin de balancier et de retour de balancier. Voilà, c'est un grand retour de balancier qui est en train, à mon avis, de se produire. Et comme ça se passe aux États-Unis d'Amérique, eh bien, heureusement ou malheureusement, ça dépend le point de vue des uns et des autres,
mais il est absolument certain que ça va toucher bientôt les pays d'Europe, les uns après les autres, parce que nous sommes alors placés dans une série de contraintes qui sont absolument catastrophiques dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine énergétique, par exemple, dans le domaine industriel, dans tous les domaines, en fait, stratégiques, militaires, etc. L'Europe, à mon avis, la construction européenne a énormément de soucis à se faire. Et alors, comme la situation, elle est tellement grave, en fait, pour les élites du monde occidental, vous savez, on a l'impression de ces dessins animés de Tex Avery, vous savez, où vous avez un poulet, ou je sais pas quoi, qui continue à courir en dépassant une falaise, et puis pendant 10-15 mètres, il continue à courir dans le vide avant de se rendre compte qu'il est au-dessus du vide, et il s'effondre. Moi, c'est l'impression... Oui, c'est ça, c'est le coyote. Et on a l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer en France, où il y a une espèce d'agitation depuis quelques jours, même aujourd'hui d'ailleurs, où on apprenait ce soir que le journal Le Monde, le prétendu journal de référence, puis le journal Libération, ont décidé de se retirer de X Twitter en se pinçant le nez comme s'ils étaient des parangons de vertu démocratique. En fait, non, pas du tout. Ils sont aux abois. Les tenants de l'idéologie dominante en France sont aux abois parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi faire face à ce qui est par ailleurs une révolution de la libération de la parole. Je crois que ça, c'est extraordinairement important. C'est une des choses peut-être les plus importantes qui viennent. C'est la libération de la parole. La libération de la parole, c'est Donald Trump, par exemple, lorsqu'il dit que, il y a que la révolution du bon sens, comme disait Lara tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a que deux genres, mâles et femelles, quoi. Bon, ça paraît. Dans le monde entier, on rigole. Mais maintenant, on rigole moins parce que ce que dit Trump, il va être perçu de façon extraordinairement, avec énormément d'intérêt et de façon très, très positive dans énormément de pays du monde, hein, dans toute l'Afrique, au Moyen-Orient, en Russie, en Chine. Les gens vont se dire, et les dirigeants les premiers vont se dire, tiens, voilà que Trump, c'est quand même un sacré lascar, et il est peut-être en train de faire un virage à 180 degrés de l'impasse dans laquelle il était en train de s'effondrer le monde occidental. Oui, c'est ça. Et cet âge d'or, et l'action tout de suite, c'est-à-dire que ce qui change avec cette espèce de discours performatif de nos élites, qui décrètent et ne cherchent même pas d'ailleurs réellement à savoir si ça se fait ainsi. On a le dernier discours, la dernière visite par exemple de Macron à Mayotte, et puis il donne des ordres, il dit voilà ce que nous allons faire, il repart et rien ne se fait, c'est à chaque fois déclamatoire. Avec Trump, on a l'impression qu'il va y avoir 100 décrets, qu'il va s'attaquer tout de suite à l'immigration illégale qui est une plaie absolue, hein, il faut le dire, aux États-Unis d'Amérique, et que ça, il ne va pas le faire demain, il va le faire aujourd'hui, il va mobiliser l'armée, elle ira à la frontière mexicaine. J'ai envie de dire que voilà, le bulldozer est en marche. Hein. Alors, on est aux prémices, c'est le premier jour. Hein. Donc maintenant, il faut voir, parce que l'expérience historique montre que confronté aux problèmes gouvernementaux, à la réalité des contraintes, souvent il y a des atténuations dans les programmes, voire un abandon des programmes en route. Donc, il faut pas, c'est pas fait, ça commence. Voilà. Donc, attendons quand même de voir. Cependant, vous parlez de l'immigration. En France, par exemple, on ne sait pas que sous la présidence Biden, il y a eu plus de 10 millions d'illégaux qui sont entrés aux États-Unis. Et donc, là, ça va être un sujet très difficile, mais effectivement, il va être jugé là-dessus, Trump, voir comment il a dit qu'il allait poursuivre la construction du mur. On va voir ce qu'il va faire. Mais ce qui est important dans Trump, sur l'immigration comme sur tout autre sujet, c'est qu'il prend le sujet bille en tête, et bille en tête, il dit le contraire de la bienséance qui s'était imposée dans les médias depuis 50 ans. Voilà, c'est ça qui fait, il y a quelque chose d'absolument saisissant dans cette volonté de piétiner la bienséance et de dire le contraire exact de ce à quoi on a été habitué. On a un exemple assez caricatural d'ailleurs, c'est que je voyais aujourd'hui le pape François qui a fait une déclaration pour s'indigner et à dire que c'est la politique d'expulsion des clandestins de Trump serait une calamité, enfin pour s'indigner de cette politique migratoire de Trump. Très bien. On pourrait dire il est dans son rôle. Sauf qu'on apprenait avant-hier que le Vatican a désormais la législation la plus répressive d'Europe en matière d'immigration illégale. C'est-à-dire que le pape François, le même,
qui fustige Trump conformément, non pas tellement finalement à la doctrine chrétienne ou aux évangiles, mais conformément à cette bienséance mondialiste qui s'est imposée dans les médias, en réalité, lui, il a pris un décret pontifical qui impose 1 à 4 ans de prison à tout immigré illégal qui se serait installé au Vatican, 25 000 euros d'amende, puis une expulsion et un bannissement pendant 10 ans. C'est la législation la plus dure. Donc, on voit à quel point, en fait, ce qu'est en train de faire Trump, c'est de chasser l'hypocrisie du discours occidental. C'est comme, par exemple, sur l'affaire transgender. C'est comme sur l'affaire des guerres. Il a dit qu'il allait mettre un terme, ça c'est un discours extraordinaire qu'il a fait hier, il a dit qu'il allait mettre un terme à la guerre en Ukraine, mettre un terme au chaos au Moyen-Orient, et il a dit également qu'il allait empêcher la Troisième Guerre mondiale, dont il a dit d'ailleurs, dont vous n'avez pas idée de à quel point nous en étions proches. Alors c'est un discours, ce qui est extraordinaire, c'est que ces discours horrifient la bienséance, horrifient les européistes qui nous disent c'est épouvantable. Alors, ce qui est épouvantable, c'est quand même quelqu'un qui veut assurer la paix du monde et arrêter toutes les guerres. C'est ça qui paraît. On est dans un système d'inversion généralisée. Et ce qu'est en train de faire Trump, moi, je ne suis pas un Trumpiste échevelé. J'attends de voir la suite des événements. D'autant plus que dans les décisions qu'il va prendre, il va y avoir des décisions qui vont être terribles, notamment pour l'Europe et pour la France. Donc, il est en train de défendre le steak, si j'ose dire, la nourriture, le niveau de vie de ses compatriotes américains. On le voit sur les automobiles, par exemple. Mais il va poser un problème fondamental aux pays d'Europe et à la France. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire maintenant, sachant que Trump, il est en train d'abandonner la théorie du réchauffement climatique. Il l'a dit que tout ça, c'était des foutaises. Et donc, il va faire, en fait, ce que font les Chinois, les Russes, etc. Et il va donc mettre un terme à l'achat obligatoire de véhicules électriques parce qu'il veut sauver la production automobile américaine. Nous, si vous voulez, l'Europe va se retrouver coincée entre les États-Unis et les pays d'Amérique. Vous savez que Volkswagen vient de délocaliser la production de sa Golf à Puebla au Mexique. Donc le continent américain et la Chine continuent à produire des véhicules à moteur thermique. Nous, en Europe, on se contraint à faire des véhicules électriques. Et comme on n'est pas à la pointe de la technique, on est en train d'acheter, on va faire venir ces véhicules de Chine. Et au motif que l'Union européenne va lutter contre la Chine, en fait, vous avez vu cette information extraordinaire, les Chinois envisagent de racheter les usines de Volkswagen en Allemagne, justement, pour pouvoir contourner les droits de douane. Enfin, on est dans un système complètement délirant et qui fait qu'à l'évidence, à mon avis, la construction européenne est sans doute entrée vraiment en phase terminale et contrainte par les événements, puisque personne ne va lui faire de cadeau. Il y a un point super important dans ce qu'a dit Trump aussi, c'est vraiment la question énergétique. Il a dit, parce que les gens ont perdu de vue, c'est qu'on ne peut pas être compétitif au niveau planétaire si on a une énergie chère. Or, les Américains, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent baisser le prix de l'énergie aux États-Unis. De même que les Russes ont une énergie à bon marché, que les Chinois maintenant achètent beaucoup d'hydrocarbures russes, ils ont une énergie à bon marché, puis les Chinois ont fait des centrales nucléaires et sont en train d'avancer très fort sur la fusion. Nous, en Europe, on a des imbéciles au pouvoir, vraiment dans tous les pays du monde, dans tous les pays de l'Union européenne, et qui ont torpillé la construction de centrales nucléaires, et qui ont accepté sans broncher la destruction par l'administration Biden de Nord Stream, qui se sont interdits d'acheter de l'énergie bon marché aux Russes, et qui sont en train de galvauder leur environnement avec des éoliennes qui n'ont aucun rendement. Donc nous sommes devenus le pays qui est dirigé par des anti-stratèges, si on peut dire. Il n'y a aucune réflexion stratégique dans les pays de l'Union européenne. Alors ajoutons à ça que les dirigeants européens suscitent un énorme mépris. Vous avez vu, enfin on va le voir, là, les personnes qui sont invitées par Trump. Il a invité des dirigeants étrangers, il en a invité deux ou trois d'Europe. Il a invité Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, et il a invité également Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Mais il n'a invité ni Macron, ni Bayrou, ni Olaf Scholz, ni Madame Baerbock pour l'Allemagne, ni Starmer pour le Royaume-Uni. C'est-à-dire que
c'est un peu les représentants d'une vieille Europe qui est en train de mourir et qui, comme le coyote dont je parlais dans le dessin animé de Tex Avery, continue à courir alors que le sol s'est retiré de sous leurs pas. C'est ça, c'est très très impressionnant. Il faut leur dire, regarde, et c'est quand ils voient qu'en effet, ils tombent, Voilà. parce que là, il est plus dans cet entraînement. Avant de revenir quand même sur cette pauvre Europe, on a un discours pratiquement en même temps en Russie de Vladimir Poutine qui s'est retenu, semble-t-il, depuis début novembre jusqu'à début janvier. Il savait que c'était la zone de tous les dangers et qu'il fallait faire très attention à ce qu'il a dit. Il s'est lâché aujourd'hui avec l'investiture de Trump. Il a remercié Trump, il a félicité Trump, pardon, pour son succès et il a dit qu'il était prêt, comme Trump, à aller travailler pour la paix et pour éviter, c'est exactement ce que vous avez dit François Asselineau, de ce qu'avait dit Trump la veille, pour éviter une troisième guerre mondiale. Ils vont travailler de pair dans ce sens. Rien que pour ça, je pense que la victoire de Trump valait vraiment la peine d'être accompagnée par tous les souverainistes. Absolument, je l'ai déjà dit, je ne me fais pas trop d'illusions sur les conséquences de la présidence Trump sur la France, qui va avoir pour effet, peut-être est-ce un mal pour un bien d'ailleurs, pour avoir pour effet d'exacerber encore l'impasse, les contradictions dans lesquelles nous sommes enfoncés. Mais vous l'avez dit, je l'avais dit moi-même, il y a quand même un élément fondamental, c'est la perspective d'une troisième guerre mondiale qui s'éloigne. Vous avez vu que Trump a refusé d'inviter Zelensky. Zelensky, il serait bien entré par la fenêtre. Il a essayé 3, 4, 5 fois de se faire inviter. Il n'a pas été invité. Trump a dit d'ailleurs que maintenant, il allait traiter avec Poutine, point barre. J'ai oublié de préciser, vous avez vu que Trump également a refusé d'inviter Ursula von der Leyen. Donc là, on passe aux choses sérieuses. Trump va négocier avec Poutine. Et toutes les rodomontades de nos muscadins comme Macron, comme Séjourné, comme Gabriel Attal, comme Jean-Noël Barrot, etc., qui donnent des leçons et qui on allait soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, etc., ben on va se retrouver les dindons de la farce minablement parce que je pense que Trump, qui ne donne pas dans la dentelle, va aboutir, à mon avis, assez rapidement avec Poutine. Parce que je pense que Trump est animé, d'abord parce que je pense que c'est quelqu'un qui cherche la paix, on l'avait vu lors de son premier mandat, quand même. Et deuxièmement, il réussit un tour de force. Hein. C'est la deuxième et unique fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est la deuxième seule fois qu'un président des États-Unis qui a été battu qui a été président une fois puis battu revient. Le prédécesseur, c'était Cleveland, à la fin du 19e ou au tout début du 20e siècle, et qui avait été battu et qui était revenu. D'ailleurs, il avait eu un deuxième mandat qui avait été assez difficile. Bon, parce que, je le rappelle, les institutions américaines, là, en fait, la différence avec Trump, c'est que Trump, là, il a une majorité à la Chambre des représentants, mais on ne sait pas ce qu'il en sera dans 2 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a décidé de prendre le mors aux dents et d'aller très 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 vite dans la modification dans le changement de décor, le changement de panorama. C'est comme à l'opéra. D'un seul coup, là, on passe à un nouvel acte et d'un seul coup, tout le décor a changé et on est en train d'aller là. Je pense que Trump, qui est un homme qui a du bon sens, va se rendre compte que tout le mal en fait vient de ce que les pays occidentaux n'ont pas respecté la promesse qui avait été faite depuis longtemps, et notamment par W. Bush, en 2001, au moment de l'effondrement, par George Herbert Bush, puis par les présidents américains à la suite, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, lorsqu'il avait été dit que l'OTAN n'en profiterait pas pour avancer ses pions. C'est pas vrai du tout. Ils en sont arrivés jusqu'à acculer la Russie à réagir en voulant installer l'OTAN à la frontière même de la Russie en Ukraine. Et donc je pense que Trump, qui est un type qui a le sens de l'histoire, va se dire qu'en effet, il faut sans doute arrêter de tirer les moustaches de l'ours russe, et que de la même façon que Trump n'accepterait pas que la Russie mette des bases militaires au Mexique, le long du Rio Grande ou au Canada, eh bien je pense qu'il va convenir aussi qu'il faut que l'Ukraine reste en dehors de l'OTAN et soit démilitarisée. Je pense d'ailleurs que dans ce cénacle où on ne verra, nous, qu'on sera spectateurs, si on l'est d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que les Français seront invités à assister au spectacle, je suis même persuadé du contraire, dans ce genre de grandes négociations
entre super grands. Probablement que Trump lâchera, à mon avis, Zelensky, comme les Américains ont toujours fait. Hein. Ils ont toujours lâché leur plus fidèle, comment dirais-je, serviteur, mais sans doute en échange d'autres choses. Voilà. Par exemple, en échange, je pense que Trump va essayer de desserrer un peu l'alliance russo-chinoise, parce que Trump, ce qu'il a à l'esprit, surtout, c'est la Chine. Hein. Vu des États-Unis, la Chine est le grand compétiteur, beaucoup plus que la Russie. Et puis peut-être que Trump essaiera d'obtenir de la Russie qu'elle laisse tomber un certain nombre de ses prétentions au Moyen-Orient, par exemple au profit d'Israël. Je verrais assez bien ça comme ça. Mais il y aura sans doute un grand marchandage, et à mon avis, Zelensky va en faire les frais. Et puis, les pays d'Europe qui ont sottement, étourdiment suivi l'administration du deep state américain depuis des années, vont se retrouver gros gens comme devant. On aura tout perdu, en fait. Alors, j'ai encore 2 questions et nous avons 10 minutes, François Asselineau, et qui sont des questions qui s'adressent plus directement à vous parce que vous êtes le gaulliste, parce que vous êtes le souverainiste. Est-ce que, même si on peut imaginer, vous avez raison, que dans un premier temps, ça va être rude pour l'Union européenne, ça va être rude pour la France, une concurrence commerciale, la façon dont Trump agit avec ses alliés, d'ailleurs comme avec ses adversaires, ça va être rude. Mais est-ce que ça ne serait pas un mal pour un bien ? J'entends par là, est-ce que, après le coup, l'écroulement, ça aidera à l'écroulement de l'Union européenne et que ça permettrait éventuellement à la France de recouvrer son indépendance. Il faudra à ce moment-là se retrousser les manches. Hein. Il va y avoir de la sueur, du sang et des larmes probablement, mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? Alors, vous reprenez l'expression que j'ai dite moi-même tout à l'heure, je suis d'accord avec ça. D'abord, c'est un bien pour un bien, puisque je le rappelle, moi je me suis félicité de l'élection de Trump pour les raisons ukrainiennes que l'on vient de voir, parce qu'on était, comme Trump l'a dit lui-même hier, on était très proche d'une troisième guerre mondiale. Si on avait eu Kamala Harris qui avait été élue, elle était dans la main de l'État profond de Madame Victoria Nuland, qui est complètement hystérique, et de son mari Kagan, donc vraiment le deep state américain. On était parti pour aller faire la guerre vraiment à la Russie. Donc, de ce point de vue-là, c'est un bien pour un bien. J'ai dit que c'était aussi un mal pour un bien parce que je pense que nos intérêts économiques vont être soumis à rude épreuve. Mais c'est un mal pour un bien parce que, en effet, ce que je pense, c'est qu'il va exacerber les contradictions qu'il y a dans l'Union européenne. Je voyais d'ailleurs tout à l'heure, écoutez, c'est un minus, on a un type qui s'appelle Bayrou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Premier ministre. Il a pris son air pontifiant, comme d'habitude, en énonçant un nouveau verset, si vous voulez, du dogme européiste qu'on nous bassine avec depuis 67 ans. C'est sur le thème face aux États-Unis, nous allons être écrasés si l'Union européenne, si la France et l'UE n'agissent pas, etc. Si on ne fait rien. Donc il a repris Bayrou a repris pour la 25 millième fois l'idée selon laquelle l'Union européenne nous permettrait de faire contrepoids aux États-Unis. C'est absolument ridicule parce que ce que ne comprend toujours pas Bayrou, probablement, c'est qu'au sein de l'Union européenne, nous avons des intérêts totalement divergents. D'ailleurs, je n'ai pas rêvé, mais M. Orban, il a filé aux États-Unis à l'invitation de Trump comme Mme Meloni. Il faut savoir que les pays baltes, par exemple, qu'on le veuille ou non, eux, leur hantise, c'est d'être de nouveau occupés par la Russie. Et eux, ils sont prêts à tout pour se mettre dans la lignée des États-Unis. Donc, Bayrou, comme les européistes français, n'ont toujours pas compris, c'est quand même grave, au bout de 67 ans, bientôt 68 ans de construction européenne, c'est quand même grave, ils n'ont toujours pas compris que la construction européenne est faite pour ne pas marcher, puisque on agglutine des pays dont les intérêts géopolitiques sont opposés. Et donc, ça n'aboutit à rien. Et donc, comme je pense on va le constater une nouvelle fois, je pense qu'en effet, la construction européenne va tanguer de plus en plus parce que il y a quand même de plus en plus de gens qui vont se rendre compte qu'on va dans le mur. Et puis, il y a aussi le principe de réalité. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, c'est quand même une puissance très, très forte, quand même, qui a du répondant, qui a du ressort. Vous avez vu que Trump, il a lancé sa meme coin. Vous avez vu une espèce de monnaie virtuelle, la meme coin, qui est
il l'a lancé hier ou avant-hier à 7 $. C'est déjà, je ne sais plus combien. Il a créé absolument de rien 72 milliards de dollars sur ce truc. Enfin, on est dans des proportions absolument hallucinantes. Et ce que je pense, c'est que les États-Unis ont une forte capacité de rebond. C'est un peuple quand même extraordinairement industrieux, très, très inventif. Avec à la tête, c'est la particularité des États-Unis, que je l'ai déjà dit ailleurs, c'est d'avoir des milliardaires originaux, comme Trump lui-même ou comme Elon Musk, c'est-à-dire des milliardaires qui ne sont pas là uniquement pour gagner le plus d'argent possible. Ils en gagnent énormément, mais ils sont là aussi pour faire prévaloir des pensées. Ils veulent défendre, je pense que c'est très sincère, que Trump et Musk veulent rendre à l'Amérique sa grandeur, hein, Make America Great Again. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Nous, on n'a pas Bernard Arnault, par exemple, Patrick Drahi ou Martin Bouygues qui ont lancé des mouvements avec RSLF, rendre sa grandeur à la France. RSGALF, voilà. On n'a pas ça. On n'a pas rendre sa grandeur à la France. Nous, on a des milliardaires qui ne pensent en fait qu'à augmenter leurs avoirs et éventuellement quitte à laisser tomber le pays de leur père. Donc il y a une grande différence de ce point de vue-là, je pense, entre les États-Unis d'Amérique et la France. On a vraiment du souci à se faire, mais on a aussi, je pense, des opportunités parce que on voit bien que c'est un monde qui est en train de se terminer. On voit bien, là, je voyais Le Monde, j'en parlais tout à l'heure, au journal Le Monde, qui quitte qui quitte Twitter sous le thème de la démocratie outragée. Mais Le Monde, un journal démocratique, depuis 18 ans que j'ai créé l'UPR, je n'ai jamais été invité, je n'ai pas vu une interview en 18 ans. Et en 18 ans de temps, ce journal prétendument de référence, prétendument démocratique, n'a jamais consacré un seul article ou un seul dossier à une analyse contradictoire. Ils auraient pu faire venir une ou deux personnes, certaines défendant le Frexit et d'autres non, pour que le lecteur du journal Le Monde, c'est-à-dire a priori quelqu'un d'éduqué, appartenant aux catégories supérieures de la population ou aux catégories intellectuelles, aurait pu avoir de ce journal de référence un bilan avantages et inconvénients à attendre du Frexit. Ils ne l'ont jamais fait. Pas plus d'ailleurs Libération ni autre. Et maintenant, ils s'offusquent de quoi? Mais ils s'offusquent de voir que tout est en train de s'effondrer parce que l'être humain est ainsi fait qu'il préfère qu'on ne le prenne pas pour un imbécile. Il préfère la réalité, il préfère la recherche des informations, il préfère se faire son avis par lui-même. Et c'est pour ça que c'est assure l'immense succès de Twitter et l'effondrement des autres. Je voyais ces jours-ci que le compte Twitter d'Elon Musk, il est à 200 et quelques millions, je sais pas, 250 millions, 230 millions d'abonnés sur 500 millions, je crois, dans le monde. Il grimpe. Actuellement, les abonnés au compte Twitter d'Elon Musk augmentent de 200 000 par jour. Et nous, on nous explique qu'il y a 10 députés, dont l'inénarrable Sandrine Rousseau et puis je sais pas qui vont quitter, et puis oui, le ministre Roland Lescure, ils vont quitter Twitter, et on nous présente ça comme un événement planétaire, mais tout le monde s'en fout. Si vous voulez, Sandrine Rousseau, Roland Lescure et Glucksmann, ça fait moins 3 personnes, alors que le compte Twitter de Musk augmente de 200 000 terriens, si vous voulez, au même moment, pendant la même journée. Donc, on a affaire à une classe dirigeante française qui est devenue folle, qui se croit le nombril du monde, alors que tout le monde s'en fout, en fait. C'est ça. Donc, il y a un immense retour à la réalité qui va être nécessaire. Et moi, je m'en félicite parce que je me targue depuis 18 ans d'avoir conduit mon action politique sous l'empire de la recherche de la réalité, de la vérité, du bon sens, et non pas sous l'idéologie. Voilà. Trump, c'est quelqu'un de courageux. Il faut, dans les moments comme nous les vivons, être courageux. Je pense que j'ai prouvé que j'étais courageux de mon côté. Alors justement, on profite du fait que nos correspondants sont en train certainement d'aller près du Capitole, à Washington, pour profiter de vous. Encore quelques minutes, François Asselineau, mais quoi qu'il arrive, il faut avoir terminé dans 5 minutes à 19h50. Et je voulais vous poser une dernière question qui, alors là, ne peut que vous faire réagir. C'est-à-dire, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et il semblerait que nous allons dans ce sens-là, Donald Trump veuille faire ce qui, aux États-Unis, est impensable et ce qui
qui, en France, en Europe, était une évidence, c'est-à-dire avoir une influence sur la politique de la Banque centrale, de la Fed, en disant « je suis quand même élu président des États-Unis d'Amérique, j'ai une responsabilité, ai-je au moins le droit de donner mon point de vue sur le fait que lorsqu'on bat monnaie, eh bien, il y a des taux d'intérêt, il y a des superviseurs, il y a des personnes pour influencer tout cela, et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas agir par rapport à ça sur ces éléments essentiels de l'économie et des finances. » Et alors évidemment, nous, c'est le ciel leur tombe sur la tête, alors que jusque dans les années au moins 70 et après, eh bien, c'était monnaie courante, et c'était logique qu'un État régalien ait quand même une influence sur sa monnaie. Ça, c'est quand même, c'est fou que ça vienne des États-Unis, que cette réforme, eux qui étaient si fétichistes vis-à-vis de l'indépendance de la Fed, c'est fou. François Asselineau. Oui, vous avez, Nicolas Stocker, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Vraiment, c'est à ça qu'on vous mesure, c'est ça qui est passionnant dans la vie, en fait. C'est de vivre ces moments avec d'un seul coup tout un univers bascule. Hein, ça me rappelle, ce que nous vivons là en ce moment me rappelle les journées d'octobre 1989 quand on a vu le mur de Berlin s'effondrer, ou celle de décembre 91 quand on a vu l'Union soviétique s'effondrer. Voilà. Les gens, rappelez-vous, vous étiez adulte comme moi à cette époque, on n'avait pas à le croire. Bon, ben là c'est pareil. C'est-à-dire que là d'un seul coup, on voit que tout le narratif, toute la pensée, la pensée dominante, comment dirais-je, la pensée autorisée, la doctrine économique, etc., la doctrine politique, tout ça nous est imposé parce que nous sommes une colonie américaine qui ne dit pas son nom, depuis notre appartenance à l'Union européenne. Donc tout ça nous est imposé par les États-Unis d'Amérique. D'un seul coup, ils changent de poulier et nous, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse machine arrière. Moi, je m'en réjouis parce qu'effectivement, on a eu une pensée qui a considéré que le fin du fin des démocraties, c'était de rendre au bout du compte le vote des électeurs sans aucune conséquence. C'est d'ailleurs ce que Macron essaye de faire avec, on le voit bien. C'est-à-dire que le vote des électeurs n'a plus de conséquences. Comment on a fait en Europe? Ben, on nous a mis dans un truc qui s'appelle l'Union européenne, on nous a retiré des pouvoirs les uns après les autres pour les donner à une structure qui s'appelle la Commission européenne, où il n'y a pas une seule personne élue de la cave au grenier, ce ne sont que des gens qui sont nommés et qui n'obéissent absolument pas au peuple. Donc tous ces pouvoirs ont été transférés à des structures qui sont étymologiquement des structures dictatoriales, parce que dictatorial, c'est ce qui dicte, étymologiquement, ce qui dicte ce qui doit être fait. Donc, ce sont des structures dictatoriales. Pareil pour la Banque centrale européenne, on a donné la monnaie, mais il est vrai qu'on avait déjà fait l'indépendance de la Banque de France auparavant. Pareil pour l'OTAN, où nous avons remis tout notre pouvoir à une structure supranationale. Et donc, en fait, les Français, comme les peuples en Europe, mais c'était bien parti aussi aux États-Unis, eh bien, ont donné du pouvoir ils n'ont plus quand ils votent, ça n'a plus de sens. Voilà. Voter à droite, voter à gauche, ça n'a plus de sens. Tout est dirigé par des structures indépendantes. Ça a été la multiplication, on l'a vu en France. Par exemple, des hautes autorités. Vous avez des autorités comme par exemple le CSA, devenu l'ARCOM, le CSA, dont on apprend d'ailleurs que le nouveau directeur de l'ARCOM, son épouse, est une salariée de Georges Soros, comme par hasard. C'est incroyable. Bon, on sait qu'en France, c'est le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme qui intervient sur ce que les Français peuvent ou pas faire en matière migratoire. Enfin, c'est-à-dire qu'on a, sous couvert de modernité, sous couvert d'état de droit, en fait, l'état de droit, c'est l'état antidémocratique. C'est-à-dire que l'état de droit revient à donner le pouvoir à des gens non élus, des juges, des hautes autorités autoproclamées, indépendantes pour assurer l'indépendance, et ceci au détriment des peuples. Voilà. On nous a dit, par exemple, rappelez-vous, que la Banque de France, la Banque centrale devait être indépendante. Mais indépendante de qui, en fait? Quand on dit une autorité indépendante, c'est indépendante du peuple. Parce que les gens qui siègent à la Banque centrale européenne, ils ne sont pas indépendants des gens qu'ils fréquentent. C'est-à-dire le milieu feutré des milliardaires, des banquiers centraux, des grands conglomérats financiers, de BlackRock, Vanguard. C'est ça leur milieu. Et là, ils ne sont pas indépendants. Hein, l'indépendance de la BCE, c'est l'indépendance vis-à-vis des peuples. C'est ça. Et bien, c'est ça que je pense est en train de mettre un terme la présidence Trump numéro 2. Si vraiment il arrive à faire ne serait-ce que déjà la moitié de ce qu'il a annoncé, c'est une révolution qui va avoir un impact considérable au cours
des années, des décennies à venir. D'autant plus que je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Hein. Parce que, par exemple, j'imaginerais assez volontiers Trump, qui, à l'évidence, n'a pas froid aux yeux, je le verrais assez bien faire des amendements à la Constitution américaine. Après tout, ça se fait. Un amendement, par exemple, il suffirait d'un amendement qui revienne sur l'amendement de 1951 qui limitait à 2 le nombre de mandats d'un président. Imaginons que la présidence Trump 2 se passe très très bien à la satisfaction générale. Il pourrait très bien faire passer un amendement qui revient sur l'amendement de 1951. C'est déjà arrivé. Il y avait eu l'amendement de la prohibition, vous savez, interdisant la vente d'alcool sur le territoire des États-Unis. Puis un nouvel amendement avait aboli l'amendement de la prohibition. Là, il pourrait très bien imaginer de modifier la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois, être élu une troisième fois. On pourrait aussi imaginer, je fais de la prospective, hein, je pense qu'il ne faut pas avoir de cadre très contraint, mais on pourrait imaginer aussi qu'il fasse par un amendement sauter le verrou comme quoi ne peut devenir président des États-Unis que quelqu'un né sur le sol des États-Unis d'Amérique. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelqu'un comme, par exemple, Elon Musk, qui est né en Afrique du Sud, a peut-être des ambitions présidentielles ultérieures. Allez savoir. Merci beaucoup François Asselineau, en plus d'avoir tenu les délais. Merci, un grand merci pour cette intervention. Vous avez été le premier de nos invités, on y tenait. Vraiment, merci beaucoup de votre intervention. Eh bien, nous allons goûter notre plaisir durant toute cette soirée et nous ne manquerons pas de revenir rapidement vers vous pour commenter les premiers jours de Donald Trump au pouvoir. Merci, infiniment merci François Asselineau. Merci Nicolas Stocker et merci à GPTV.